Bonjour à tous, bienvenue sur Remarque, le podcast qui parle influence. Comment Instagram réussit à nous nourrir chaque jour? Média de divertissement, source d'inspiration et d'information, derrière ces images et ces vidéos se cachent des personnes, des histoires et des convictions. Ils sont créateurs de contenu, militants, coachs, anonymes, agences ou marques. Instagram fait partie de leur quotidien. Ils en ont fait un métier ou l'utilisent pour changer le monde. Je m'appelle Margot et je vais chaque semaine à la rencontre de personnalités suivies, commentées, adorées, détestées et convoitées. Nous parlerons de leurs histoires, de développement personnel, d'engagement et d'addiction ou encore de business. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et encore mieux un commentaire. Merci à mon partenaire Villa Violet, lieu événementiel du 7e arrondissement de Paris, qui a la gentillesse de me recevoir pour l'enregistrement de ce podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui on parle stratégie digitale avec l'agence Woo. J'ai le plaisir d'être avec Agathe Nicole, fondatrice de l'agence Woo. Alors pour commencer, j'ai envie de vous demander de présenter l'agence et surtout de nous dire ce que signifie Woo. Avec plaisir, bonjour tout le monde. Woo, ça veut dire With Our Originality. Et on est une agence digitale qui est spécialisée dans l'influence, social media, brand content, événementiel. En fait, on parle un peu d'influence au sens large des choses, l'influence d'un contenu, l'influence d'une marque, l'influence d'un réseau social, l'influence d'une personne. C'est comme ça qu'on se décrit. Et donc, on a un vrai métier d'agence avec des planeurs strat, des chefs de projet. Donc, on réfléchit aux stratégies, puis on les met en place, on les exécute, on fait des bilans, on a des spécialistes et des experts dans toutes sortes de domaines du digital. Et d'un autre côté, on a aussi, et on est la seule agence depuis 2015 à avoir ce métier d'agence, mais aussi des plateformes propriétaires de micro-nano-influence. Donc, on a You qui référencie plus de 300 000 influenceurs amateurs, micro-nano. Et on a notre plateforme tech qui s'appelle Willy, qui va permettre aux marques, soit aux petites marques, soit aux marques qui ont internalisé, soit aux marques qui ont déjà les compétences, mais à qui il manque les outils pour faire au mieux leur campagne, de souscrire à des abonnements ou pas des abonnements pour gérer leur campagne, faire leur reporting, créer des listes, des castings, etc. Donc voilà, où on est très complet. Ce que j'aime dire, c'est qu'on aime démocratiser l'influence. On a des clients de toutes sortes, des petites marques, des grands groupes internationaux. On travaille avec des tout petits influenceurs, avec des énormes influenceurs, avec des stars. Et notre but, ça va toujours être de mettre en place des campagnes créatives, originales, et puis surtout performantes. Merci. Donc tu parlais de Willy, ça on va y revenir parce que c'est une vraie technologie. Donc Woo existe depuis 2015, donc ça fait 7 ans que tu fais ce métier. Est-ce que tu peux nous parler de l'évolution des stratégies de communication des marques? Oui, bien sûr. Il y a une phrase que j'aime bien dire qui est: les marques ne doivent plus parler d'elles, mais faire parler d'elles. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, l'impact de quelqu'un qui dit va voir ce médecin, achète cette robe, cette marque est super, aura toujours plus d'impact que la personne elle-même qui dit je suis le meilleur médecin de Paris et je suis la marque la plus, je sais pas quoi. Donc, impliquer les gens pour faire parler de soi, c'est, je pense, que doivent arriver à faire les marques aujourd'hui, et donc leur trouver des ambassadeurs, leur donner les clés de parler d'elles et de se faire comprendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tout le monde devient un média en quelque sorte. Tout le monde a l'opportunité de dire ce qu'il pense. Et le consommateur, du coup, prend le pouvoir, et avec lui, plein de voix émergentes voient le jour sur tous les réseaux. On parle d'Instagram, mais Twitch, TikTok, tous ces réseaux permettent aux gens de faire savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, etc. C'est quoi Twitch? Twitch, c'est une plateforme à la base qui était réservée beaucoup à l'univers du gaming, mais qui est une plateforme de live qui aujourd'hui est ouverte à tous les univers. D'accord, intéressant, je connaissais pas. Et du coup, l'évolution, en fait, si on prend l'évolution des 15 dernières années, on a commencé avec les blogueurs, puis les youtubeurs. Donc d'abord, c'était très écrit, très éditorialisé. Après, on a eu les youtubeurs, donc la vidéo. Et puis en fait, Instagram a permis du coup à tout le monde d'un moment d'avoir accès à une sorte d'influence.
en 2015, plein de gens sont devenus influenceurs sans le vouloir, sans le savoir, et se sont retrouvés avec 200 followers, puis quelques jours après, 50 000, 100 000, et sont donc devenus des professionnels de l'influence. Donc ça note déjà une énorme évolution, parce qu'en fait, ces marques, souvent, enfin, en tout cas, ont pu se retrouver avec beaucoup moins de communauté que des personnes. Quand on regarde des organisations, des personnalités publiques, je sais pas, des ministères ou des marques, enfin peu importe. En fait, il y a souvent des gens qui ont plus de poids qu'eux. Donc forcément, ça amène à se poser la question pour sa stratégie, il va falloir faire parler les gens pour aller chercher tous ces gens auxquels moi, je n'ai pas accès. Et puis surtout, donc, ce qu'on note avec cette évolution, c'est la professionnalisation et tous ces nouveaux métiers autour de l'influence. Donc, influenceur déjà, un métier qui est apparu donc, dans le dictionnaire Larousse en 2020, mais aussi agent, talent, agence, école. Il y a des écoles de l'influence maintenant. Donc voilà, donc c'est un métier qui s'est professionnalisé, donc qui doit être pris en compte aujourd'hui dans des stratégies comme plein d'autres médias, RP ou autres. Et puis aussi, en se professionnalisant, je pense qu'aujourd'hui, on voit les impacts de l'influence, du ROI, des stratégies, etc. Et donc, les entreprises font beaucoup moins de l'influence juste pour suivre une mode ou pour faire de l'influence parce qu'il faut faire de l'influence parce qu'ils ont vu leurs copains, mais maintenant s'inscrivent dans des vraies stratégies créatives, réfléchissent comment, quoi, avec qui. Quand je parle d'influence, toujours, attention, je parle toujours de cette influence très large, hein, de ces réseaux sociaux, des créateurs de contenu, de quel type de contenu, quel type de format. Enfin, bon, ce ne sont pas que des personnes qu'on imagine là-dedans. Donc voilà, en tout cas, ça devient au cœur des marques, alors que ça ne l'était pas du tout, en fait, il y a même encore 5-6 ans. C'est quoi leur enjeu, justement, aux marques d'avoir une bonne stratégie digitale? Tout ce qu'on a dit là, de se faire connaître, d'atteindre des objectifs, de connaître leurs cibles, d'avoir des retours sur leurs produits. Enfin, c'est aussi super intéressant pour, euh, pour les marques parce que le digital permet des retours très rapides. Enfin, on poste un produit, on voit ça a plu, moins plu. On peut poser des questions, on peut s'intéresser à ce que pense la communauté. Il y a tous les systèmes de précommande aussi qui sont super intéressants. Avec l'influence, on peut faire voter une couleur, etc., avant de le produire. Donc voilà, donc c'est Donc c'est plus analysable qu'une stratégie de communication comme on pouvait avoir auparavant, que ce soit dans les médias. On a toutes les données. On peut savoir combien de personnes ont cliqué suite à une publication, combien de personnes ont été touchées. On a le chiffre exact, ce qu'on n'a pas sur un abri de bus ou voilà, peut-être à la radio, mais je n'en sais rien. Mais bon, donc oui, on a toute la data, on a toute la donnée derrière. Donc c'est facilement analysable et suivable. Vous parlez sur le site d'expérience de marque sur les réseaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une expérience de marque digitale? L'expérience de marque, ça va être de créer de l'émotion par plein de biais pour sa marque. Donc ensuite, de toute façon, ça part de ce principe-là qui est aller chercher, regrouper les émotions, les perceptions que sont ressenties par les consommateurs envers une marque. Et donc par là, tous les leviers qui s'additionnent pour finalement la mettre en place de la meilleure manière. Donc des formats, des réseaux. Le but étant de plonger les communautés dans l'univers de la marque. Est-ce que tu fais une différence entre un influenceur et un créateur de contenu? Oui, alors ce que je dirais, c'est que souvent le mot influenceur est mal vu parce qu'il a une connotation négative. Influencer, c'est pas bien. En tout cas, c'est ce qu'on pense, qu'on dit, etc. Donc plein de gens s'efforcent de ne surtout pas employer le mot influenceur. Et en fait, je pense que pour le coup, c'est une erreur. C'est-à-dire que influenceur, c'est pas un but, c'est pas, on le choisit pas forcément. Mais on le devient, on l'est. Et d'ailleurs, on est influenceur quand on a 50 amis sur Facebook et quand on a des millions sur Instagram. Parce que de fait, on a un pouvoir de prescription auprès de gens, même sans le vouloir, en famille, à un repas, en train de parler d'un produit super, on influence et on a donc... Donc influenceur, c'est un mot qui est très large pour moi,
que là, on pourrait juste décrire comme toute personne qui a un impact, un pouvoir de prescription envers une partie, envers une communauté. Créateur de contenu, et donc, si on parle vraiment dans le métier, les influenceurs, c'est les TikTokers, les Instagrammeurs, les ambassadeurs, les nanos, les micros, les macros, enfin, tout le monde est influenceur. Alors que créateur de contenu, il y a un côté beaucoup plus, un peu plus précis, on va dire. Déjà, il y a le mot créateur dedans, donc créativité, création, etc. Le créateur de contenu. Pour moi, alors tout ça, voilà, c'est arrivé dans le dictionnaire, mais chacun a sa vision des choses. Le créateur de contenu, il a une identité. Il a travaillé son univers, il a une image, il a créé des contenus autour de lui. Il a souvent un talent, soit de la photo, de la vidéo, etc. En tout cas, dans la jungle, entre guillemets, des influenceurs, il y en a qui ont des talents de création de contenu, qui ont vraiment travaillé comme une marque leur univers. Et eux, on va pouvoir les appeler les créateurs de contenu. Ils vont savoir suivre des briefs, s'accaparer d'une marque pour produire quelque chose dans un univers qui leur correspond. Voilà comment moi, je marquerais la différence entre les deux. Et comment vous faites pour choisir justement vos influenceurs ou créateurs de contenu selon vos marques? Est-ce qu'il y a une liste de critères? Première chose, c'est que l'influenceur doit être crédible et légitime pour avoir un impact. Donc, on va d'abord, selon la marque, comprendre qui est la cible de la marque, la connaître, quelles sont ses valeurs, ses comportements, etc., pour ensuite savoir qui on va aller chercher comme influenceur, sur quel réseau, quelle valeur il a, etc. Donc, d'abord, c'est important de comprendre la cible et la marque. Et ensuite, on va chercher ceux qui collent à cette marque. Mais les influenceurs ne sont pas, et ça, je le dis souvent, ils ne sont pas miraculeux. C'est-à-dire qu'un influenceur ne va pas faire vendre une marque qui n'a pas travaillé avant elle-même, de son côté, tous ces aspects de connaître sa cible, sa marque, ses produits, etc. Enfin, un influenceur va se greffer à quelque chose qui est quand même déjà réfléchi et anticipé. Donc, et après, selon les objectifs, parce que pareil, on a des influenceurs qui sont beaucoup plus images, il y a des influenceurs qui arrivent à bien vendre, qui ont une communauté qui achète beaucoup. Donc, et après, voilà, selon les objectifs de la marque, on va encore une fois aller chercher les influenceurs qui colleront le mieux à ce qu'elle est, à ses objectifs et à ses valeurs. On parle de taux d'engagement justement pour les influenceurs. Est-ce que tu peux nous expliquer ce terme? Oui. Il est assez simple en fait. Bon, si je prends le taux d'engagement, c'est la partie de la communauté qui s'engage autour d'un contenu divisé par la communauté globale. Si je prends les termes, si je mets des maths dans du français. Et donc, c'est la somme de toutes les réactions. C'est tous les gens qui réagissent à un contenu. Donc, eux, ce sont donc des engagements, les likes, les commentaires. Donc, quelqu'un qui a 100 000 followers et 10 000 likes et commentaires, c'est quelqu'un qui a 10% de taux d'engagement. Donc, l'engagement est intéressant parce que, en fait, il va juste faire remonter, montrer la part de la communauté qui est active et qui réagit autour d'un contenu. Et donc, ça veut dire que même si on a 1 million d'abonnés, mais qu'il n'y en a que 10 000 qui répondent, là, c'est pas forcément intéressant de les travailler avec cette personne-là, parce que son taux d'engagement est faible. Ouais, après, voilà. Alors, oui, enfin, en tout cas, un taux d'engagement élevé, c'est super important. Parfois, ça peut être plus intéressant d'aller travailler avec quelqu'un qui a 30 000 followers, mais 8 000 likes, que quelqu'un, effectivement, qui en a des centaines de milliers. Mais encore une fois, ça dépend des objectifs. Parce que quelqu'un qui a un taux d'engagement faible, mais une grosse communauté, va permettre d'améliorer la notoriété d'une marque ou peut-être juste par le talent qu'il a. Il y en a plein, on en connaît plein qui ont un talent d'écriture, qui ont un talent de vidéo, qui ont un talent de création de contenu, mais qui engagent peu. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressants, c'est juste que ce n'est pas les mêmes objectifs. Et après, il y a aussi une question un peu de génération, je crois, parce que les jeunes, non, je rigole, les milléniaux, non, même pas les milléniaux, c'est quand même la Gen Z, on va dire. Voilà, il y a des générations qu'on like beaucoup plus facile que d'autres.
Ça, on l'a souvent remarqué, les 35, 45 ou 30, 40 like moins que les autres. Enfin, j'en sais rien, mais moi, par exemple, je vais beaucoup sur Instagram, mais c'est très rare que je like. Ça veut pas dire que j'ai pas regardé et que j'aime pas. Oui, c'est vrai, je suis un peu comme ça aussi. Voilà, on est on est trop vieille. Est-ce que tu peux nous dire comment les marques séduisent les influenceurs? Est-ce qu'il y a des techniques ou alors c'est vraiment un Ouais, brief non. Alors déjà, c'est intéressant pour une marque qu'elle essaie de séduire les influenceurs parce que c'est une relation qui est humaine. On relie quand même généralement quelqu'un qui travaille pour une marque avec une personnalité qui va créer des contenus pour elle. Donc déjà, la première chose, c'est que nous, on conseille au maximum aux marques de s'intéresser à l'influenceur, déjà de le suivre, de l'écouter, de savoir quels sont ses centres d'intérêt, peut-être de le rencontrer. Bon, en tout cas, c'est important de lui montrer que c'est quelqu'un d'humain qu'on apprécie ou dont on apprécie l'univers et qu'on a envie de collaborer avec lui et peut-être même de le laisser un peu co-créer, imaginer, réfléchir à ce qu'il a envie de faire. Et aussi parce que tout simplement, le but d'une marque, c'est pas juste, enfin, je pense, enfin, si, il y en a peut-être, mais c'est pas juste d'avoir un contenu là tout de suite parce que c'est la Saint-Valentin et que je veux 12 contenus par 12 influenceurs. C'est de créer des relations dans le long terme parce qu'on le sait très bien. Un influenceur qui parlera à plusieurs reprises d'une marque et dont la relation sera sincère avec la marque aura toujours beaucoup plus d'impact que quelqu'un qui a fait un one-shot à un moment pour une opération commerciale. Donc, c'est beau, une marque qui arrive à créer un lien avec un influenceur. Je cite souvent notre client Lancaster, Thierry Chang, qui, il y a 12 ans, a mis en place la première collaboration avec Betty, le blog de Betty. Ils sont devenus amis comme pas possible et ils se voient, ils déjeunent, etc. Et Betty, elle parle maintenant de Lancaster pour lui faire plaisir. Jamais elle a été redemander de l'argent ou quoi que ce soit. C'est devenu... et il y en a plein, des gens comme ça, mais bon, j'en cite un, je ne vais pas tous les citer. Mais voilà, mais c'est ce que je pense intéressant, que les marques pensent long terme. Et donc, essaient de construire une relation avec des ambassadeurs. Peut-être pas avec tous, hein, mais au moins un peu. Est-ce que tu pourrais nous donner un conseil ou donner des conseils à une start-up justement qui aimerait se lancer et réaliser sa campagne digitale et lui donner un peu les astuces justement, que ça soit en brief pour des influenceurs ou en déploiement de sa stratégie en quelques mots? Oui. Alors déjà, ce que je disais, c'est avant de se lancer, connaître sa cible, ses valeurs, les comportements de ses valeurs, etc., etc. Donc, la première chose, c'est pour la marque de savoir qui elle est elle-même. Mais je pense que c'est comme pour chaque personne, hein, avant d'aller en chercher d'autres. Voilà. Et ensuite, l'autre conseil, c'est que ça ne sert à rien d'être partout. On a des marques qui se lancent, qui essaient d'être sur TikTok, Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, enfin, etc. Bon, peu importe. Bien connaître sa cible, ça va aussi permettre de prioriser et de choisir où il faut être. Et puis, choisir la tonalité de sa marque, ça va aussi permettre de savoir quel est le réseau le plus à même de recevoir en fait ce genre de contenu. Si c'est une marque qui écrit beaucoup, et que enfin, je sais pas, mais qui est très dans l'éditorial, est-ce que être sur Instagram est le meilleur endroit? Bon, je sais pas. Donc, ça sert à rien d'être partout. Ça sert à rien de chercher à cibler tout le monde. Qui on cible sur TikTok? C'est hyper intéressant ce que tu dis. Parce que justement, parfois quand on se lance, on a envie d'être vraiment partout, en se disant ok, il faut que je sois partout, comme ça on me verra. Sur TikTok, ça va être plus pour quel genre de public? À la base, TikTok, c'est encore majoritairement les moins de 25 ans. Mais de moins en moins. Enfin, TikTok, la cible de TikTok grandit de mois en mois et a beaucoup évolué. Et on a beaucoup de milléniaux maintenant et même d'un peu plus vieux sur TikTok. Par contre, après, faut aussi s'adapter au type de contenu que les plateformes offrent. Donc, je ne sais pas ce que veut la marque, mais il va falloir s'adapter à la plateforme. Enfin, c'est pas la marque pas la plateforme qui s'adaptera à la marque. Donc après, pareil, les contenus que vous allez créer doivent être spécifiques à la plateforme sur laquelle vous avez envie de communiquer.
En fait, ça ne sert à rien de dupliquer un contenu Instagram pour le mettre sur TikTok. De se dire, je vais être sur Instagram, TikTok et même mettre le même contenu, ça n'aura aucun intérêt et aucune réaction. Donc ça, c'est autre chose qui est super intéressant. C'est réfléchir à des stratégies selon les réseaux. Pas oublier aussi d'autres réseaux dont on parle moins, hein, mais pour des marques de mode, de déco, je sais pas, voilà, de maison ou autre. Il y a aussi Pinterest qui a des super taux de conversion, qui renvoie énormément de trafic vers les sites, etc. Et selon la cible, hein, toujours, bien sûr. Pinterest, est-ce que je ne sais pas si les 15-18 ans sont sur Pinterest, mais en tout cas, selon ce qu'on cherche à avoir, nous, on a des clients dans la peinture, par exemple, du Luxe Valentine, qui a une grosse partie de son trafic qui provient de tableaux Pinterest. Parce que la peinture, effectivement, on va peut-être aller regarder plutôt des inspi sur Pinterest et ensuite cliquer pour aller en savoir plus. Donc, peu importe le réseau où on va, en tout cas, il faut se pencher un peu dessus, comprendre quelle est la cible, quels sont les usages du réseau, tester. C'est important de tester. Parfois, ça marchera pas, etc. Se lancer dans la création de contenu TikTok quand on est une jeune marque, je sais pas. Peut-être plutôt se servir des influenceurs TikTok pour émerger sur ce réseau. Voilà, donc il y a plein, je pourrais en donner plein des conseils. Là, c'est un peu compliqué. Et puis, il faut pas oublier aussi, justement, on en parlait un tout petit peu au début, mais pour les marques qui se lancent, il y a aussi des plateformes qui sont là pour les aider à arriver à faire leur premier pas dans l'influence, par exemple. Justement, Willy. Et je vais voilà. te laisser présenter Willy. Et l'enchaînement parfait. Et donc, par exemple, nous, mais on n'est pas les seuls, mais je ne vais parler que de nous quand même, parce que c'est le but. On a une plateforme qui s'appelle Willy, qui contient plusieurs outils. En fait, Willy, pour comprendre un peu, on l'a créé parce que ça fait 6-7 ans qu'on gère nous-mêmes des stratégies d'influence. On a créé notre communauté, on a 300 000 nano-micro-influenceurs. On gère les macro-influenceurs depuis longtemps, on les connaît depuis bien avant d'ailleurs. Pour ça, on a fait plein de tableaux, plein d'outils, on servait de plein de choses pour réaliser notre travail de manière plus efficace et productive. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est dit, ces outils, il faut qu'on les donne, pas qu'on les donne, parce que le but est quand même de faire marcher une entreprise, mais qu'on donne accès à des entreprises et peut-être qu'on les vende et qu'on permette aux entreprises d'y avoir leurs accès pour mettre en place leur campagne. Et donc, Willy est vraiment né de notre expertise, de nos besoins. Et donc, c'est des plateformes qui sont ultra optimales parce que si nos chefs de projet, après avoir réalisé 800 campagnes, utilisent ces outils, je pense que pour les marques, ça va être utile de savoir tout de suite quelles sont les questions à se poser, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire, quelles sont les étapes, etc. Et donc, on a plusieurs outils. On a des outils pour gérer de A à Z sa campagne d'influence. Et donc là, c'est des campagnes surtout avec les micro-influenceurs, donc ils sont 50 000 sur la plateforme. Et donc là, la marque, c'est à partir de 499 €, va pouvoir créer toute sa campagne, dire quels critères elle recherche, quel type d'influenceur elle recherche, quel âge, quelle ville, leur hobby. Bref. Donc ça, on a un formulaire quand on se connecte. Chez une marque, je me connecte. Ouais. On a un formulaire avec toutes ces questions-là. Ouais, on te pose plein de questions pour savoir ce que tu cherches, quel type de contenu, plutôt des stories, plutôt des posts, plutôt Instagram, plutôt un autre réseau, etc. Quel type de personne tu veux. Donc, je veux que des hommes entre 25 et 30 ans qui vivent dans une grande ville, dans une ville de plus de, 1 million d'habitants, ou autre. Et ensuite, j'ai à offrir tel produit. Donc, on conseille en général pour cette campagne de A à Z, donc avec des micro-influenceurs, donc là, c'est pas les nanos, des produits autour de 80-100 €. Ou plus, si la marque a. Et ensuite, on dit voilà, donc en échange de, je sais pas moi, mon sac à main, mon sac à dos, je recherche 20 hommes entre 25 et 30 ans qui vont publier sur leurs réseaux sociaux. Le brief, ma marque, c'est une marque pétillante, gaie, je sais pas, voici des inspirations, des moods de la marque et des contenus que j'attends. Qui veut participer ? On envoie le brief. C'est un peu mieux dit que ça, bien sûr. Moi, je le raconte à ma manière. Et ensuite, les influenceurs, les créateurs de contenu
vont pouvoir postuler pour dire moi j'ai envie, voilà, hein. Et puis ensuite, la marque choisit parmi tous ceux qui ont postulé ceux qui seront les 20, 25, 100, 200 ou autres, selon le nombre qu'elle aura choisi, influenceurs qui parleront d'elle. Et ensuite, tous les contenus, donc elle a un chat, elle discute avec les influenceurs, envoie des produits, etc. Donc ça, c'est si elle veut pas qu'on le fasse, hein, parce que bien sûr, c'est tout ce qu'on fait nous en agence à côté pour toutes les marques qui n'ont pas du tout le temps de s'en occuper. Et ensuite, voilà, elle va envoyer ses produits. Puis tous les posts, un par un, vont être recensés au fur et à mesure dans la plateforme. Donc elle aura tout son reporting, et tous les contenus et toute la data de tout ce qui a été fait autour de sa marque. Donc ça, c'est le premier outil qui est vraiment tout en un, on va dire, enfin qui est tout. Mais après, il y a d'autres outils qui sont, par exemple, pour les marques qui veulent que faire des reporting. Nous, ça nous est souvent arrivé que des marques gèrent, par exemple, leur influence et en fait, aient juste besoin de nous pour faire le reporting, parce que là, c'est de la data particulière, il faut recenser tous les contenus, savoir quel KPI on prend, quelles sont les stats, etc. Donc ça, du coup, on s'est dit, on va créer un outil, ça sera plus simple, comme ça, elles peuvent le faire elles-mêmes. On a aussi un outil qui permet une extension Chrome qui permet de voir toute la donnée et toutes les datas des influenceurs. Donc là, c'est gratuit, ça se télécharge, ça s'appelle WizTalk. Et avec ça, dès que vous allez sur Instagram de votre ordinateur, avec votre petite extension, vous voyez quel est le taux d'engagement, qui est la cible, quelle est l'audience, quel âge elle a, etc. Et vous pouvez même aller jusqu'à créer des listes. Par exemple, si vous êtes marque, je dis, voilà, ça c'est la liste de toutes les femmes 25-30 ans que je veux cibler pour ça. Ça c'est les décoratrices plus. Non, ça c'est plutôt les lifestyle. Voilà, ça c'est les hommes. Enfin, après, tu te crées des listes et en fait, c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver, parce qu'en général, Instagram, d'aller retrouver des profils et de mettre des listes, à part si tu veux faire des tableaux Excel de 12 000 pages, tu peux. Mais bon, voilà, nous, on a décidé de tout référencer par une petite extension toute simple. Donc, et voilà. Ça, c'est gratuit, cette extension. L'extension est gratuite, ouais. Ok, c'est énorme. C'est génial comme outil. Ouais. Et puis surtout, ça aide avec tous les likes qui sont cachés maintenant. Ça permet aussi aux professionnels quand même d'avoir accès à des données. Et le coût de Weely, tu disais 499 euros, c'est pour une campagne entière? C'est sur un mois? C'est un forfait? C'est des forfaits à partir de 499. Et puis après, il y a des abonnements au trimestre, au semestre, à l'année. Enfin bon, après, chaque marque fait ce qu'elle veut. Ça, c'est pour la formule vraiment complète. Mais après, c'est beaucoup moins cher quand c'est que la partie reporting, par exemple. Donc ça, c'est vraiment une bonne solution quand on se lance, qu'on n'y connaît absolument rien. Alors, je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne solution quand on n'y connaît absolument rien, parce que ce qui est quand même important, c'est de faire une vraie stratégie. Donc, je pense que c'est plutôt une plateforme qui va quand on a quelqu'un en interne qui gère un peu, mais qui n'a pas du tout les outils et qui n'a pas le temps. En fait, Weely, pour le coup, ça fait gagner beaucoup de temps. Quand on pense à juste quelqu'un, si on prend une personne qui contacte 20 influenceurs, quand on contacte 30 pour en avoir 20, peut-être 40 pour en avoir 20, one-to-one, réponse, retour, envoie des produits, bilan, reporting, un problème avec machin. Enfin, nous, on le sait. En fait, ça coûte bien plus que 499, 699 euros. Donc, je pense qu'à un moment, c'est juste pour optimiser son temps, savoir où aller, être guidé. Après, il faut quand même... faut quand même s'intéresser. Et ça, c'est aussi... Weely, c'est pour la micro-influence. Donc, si on veut faire appel à des plus gros influenceurs, si on veut faire de la nano, si on veut faire du semi, ça ne répondra pas à toutes les problématiques. Mais... Est-ce que tu peux nous dire justement nano, micro, à quoi ça correspond? Oui, bien sûr. Les nano-influenceurs, donc pareil, chaque agence a sa classification, mais je vais vous dire la nôtre. Pour nous, les nano-influenceurs, ils ont moins de 2000 followers. Pas de minimum, parce qu'en fait, on s'en fiche. On peut dire 100 followers. Et en fait, c'est monsieur et madame tout le monde. Donc vraiment, ce qui va être intéressant avec eux, c'est des prescripteurs de proximité, dans les familles, entre amis, etc. Ce qu'on va attendre d'eux, c'est soit qu'ils partagent des moments avec des amis, soit qu'ils testent des produits et qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent. Donc là, en fait, on n'a pas de... Pareil, les marques vont chercher de la même manière des critères. Donc elles peuvent dire, je veux
je veux 200 mères de famille en France pour tester je ne sais pas quoi, ou je veux 400 papas qui ont 2 enfants pour tester, je vous dis n'importe quoi, mais ça peut être, je ne sais pas ce que les gens veulent, ou je veux plein de jeunes, je veux plein de gens qui adorent manger tel type de choses. Enfin, on peut vraiment aller cibler. Je veux 100 personnes qui ont le permis pour tester cette nouvelle offre. Et ensuite, les gens vont soit la tester, soit partager un moment et en parler, bien sûr. Et donc là, on est vraiment sur le bouche à oreille, qui est super important. Donc le WOM. Donc la nano-influence, c'est ça. C'est faire du bruit, savoir récolter des avis, avoir un maximum de contenu. On ne va pas chercher des gens qui savent créer des contenus particulièrement. Ce n'est pas non plus forcément des as des réseaux sociaux et du digital. On s'en fiche. Ce n'est pas ça qu'on leur demande. Par contre, voilà, quand on rentre dans la catégorie du dessus, les micro-influenceurs, donc plus de 2000 followers, 2 à 30 000, on va dire à peu près, eux ont une appétence pour les réseaux sociaux. Parce que quand on a réussi déjà à avoir 2000 followers, en général, c'est qu'on s'intéresse quand même un petit peu, un minimum, aux réseaux sociaux. Donc, qu'on est dans cette génération qui les connaît, on connaît les codes, on connaît les usages des réseaux. On sait créer des contenus, on sait ce que c'est qu'être influenceur, on sait ce que c'est que de tester des produits et en parler, etc. Donc là, on rentre dans la catégorie, moi j'aime bien dire, les micro-influenceurs, c'est des mini-macro-influenceurs en fait. Alors oui, ils n'ont pas 50 000, 100 000 followers, mais souvent, ils font des contenus qui sont aussi quali que les macros, parce qu'en fait, ils connaissent ultra bien les réseaux, et surtout, leur communauté leur ressemble. Ça, c'est un point qui est super important. Quelqu'un qui a 5 000, 10 000, 20 000 followers, il a une communauté qui est très proche de lui, qui lui ressemble beaucoup plus souvent, qui vit dans la même ville, qui a plus ou moins son âge, qui a plus ou moins les mêmes habitudes de vie, qui teste des restos, des fringues, etc. Alors que quelqu'un qui a 500 000, 1 million, 12 millions de followers n'a pas une communauté qui lui ressemble. Enfin, c'est évident que quelqu'un, si on prend, je vais chercher un gros exemple, mais si on prend Chiara Ferragni, qui prend son avion privé, qui paye un avion privé à tout le monde pour son mariage, qui se balade que en Lamborghini, qui dort au Georges V ou je sais pas quoi, il est évident que les millions de followers qui la suivent n'ont pas la même vie qu'elle. Donc, c'est aussi super intéressant, cette micro-influence, parce qu'en fait, la marque qui travaille avec des micro-influenceurs, finalement, même s'il y a peut-être que 10 000, 8 000, 11 000 followers, c'est des gens qui collent vraiment à la personne qui parle. Donc, on rentre tout de suite dans une vraie prescription. Donc, ça, c'est les micros. Et d'eux, on va surtout attendre du coup des contenus. On va attendre ça va être très créatif, des contenus, de la visibilité, pareil, savoir ce qu'ils en pensent, de l'engagement. Ils engagent bien sûr énormément puisque leur communauté leur ressemble beaucoup. Et ensuite, au-dessus de 30 000, il y a 200 catégories qui existent, mais qu'on va rassembler dans les macro-influenceurs, qui sont les influenceurs professionnels, puisque, juste après les micros, on va dire qu'il y a les middle, qui sont la catégorie entre micro et macro, jusqu'à 100 000 followers à peu près. Et après, au-dessus de 100 000, on est sur tous les influenceurs professionnels. Donc ceux qui, en tout cas, soit vivent, soit pourraient vivre de leur influence. Et donc là, on peut parler des KOL, on peut parler des ambassadeurs, on peut parler des égéries, on peut parler des macros. Il y en avait plein d'autres noms que je n'ai même plus en tête. Mais donc, c'est des influenceurs à qui on va faire appel, comme je le disais tout à l'heure, selon leur univers, selon leur spécificité, pour des objectifs, des marques différentes. Ça peut être des sportifs, des chanteurs, juste des créateurs de contenu. Ça peut être des photographes, des vidéastes, des humoristes. Ça peut être des stars de la télé qui se sont retrouvées avec beaucoup de followers. Ça peut être de la télé-réalité. Ça peut être n'importe qui. Donc, voilà. Et comment on peut être sélectionné en tant que nano-influenceur ? Je trouve ça intéressant de dire, OK, on sélectionne des gens comme moi, on va dire. Ouais. Comment je suis sélectionnée ? Alors déjà, l'étape numéro 1, c'est d'aller sur la plateforme you.paris et de s'inscrire. Je suis nano ou je suis micro-influenceur. Je veux participer à des campagnes pour des marques. Florian en parlera dans un prochain épisode. Un prochain épisode, très bien. Mais donc déjà, je m'inscris, je remplis ce que j'aime, qui je suis, ce que je fais, etc. Et ensuite, quand il y a des campagnes qui collent à mon profil,
je vais être alertée et je vais dire si j'ai envie ou pas d'y participer. Et donc là, je vais dire, je postule à la campagne. Donc, je suis nano-influenceur. Je vois qu'il y a une campagne pour Petit Bateau. Et j'ai envie de participer à la campagne Petit Bateau parce que je remplis les différents critères qui sont demandés. Donc, je postule. Et ensuite, je vais remplir un questionnaire souvent pour avoir plein d'informations sur qui je suis, pour que la marque puisse mieux choisir. Et ensuite, la marque va me choisir ou pas pour faire la campagne. Et puis après, c'est parti. Je reçois le produit et voilà. Tu te rends compte que là, tu viens de donner la clé de rêve de beaucoup de personnes. Je sais pas. Quand même. C'est possible. Mais en plus, pour le coup, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut s'inscrire que aux choses qu'on aime vraiment. On peut faire qu'une campagne par an. On peut très bien attendre que cette marque... On n'a pas forcément tous envie que ce soit notre métier et on n'a pas forcément tous le temps de faire je sais pas combien de postes ou on sait même peut-être pas le faire. Mais par contre, ça peut être une opportunité. Vraiment, on avait travaillé avec Canal+, on a travaillé avec Salto, on a travaillé avec plein de marques. Et donc, ça peut être cool d'avoir un abonnement, d'aller voir un match de foot ou de tennis ou de recevoir le nouveau rouge à lèvres ou la crème Aven, le shampoing Chlorane, peu importe. Donc, voilà. Est-ce que tu pourrais donner un conseil à ceux qui sont nano-influenceurs pour qu'ils passent à micro-influenceurs? Je pense que c'est la question de pas mal de personnes. Ouais. J'ai pas réussi, moi. Donc, je sais pas si je serais la meilleure personne pour faire ça. Non, mais si. Non. Oui, ce qui est sûr, c'est que il y a une question d'un peu de cercle vertueux. C'est-à-dire que quand même, plus je fais des choses, plus je participe, plus je collabore avec des marques, etc., forcément, plus je vais être visible d'une certaine manière, parce qu'à un moment, je vais peut-être faire un super contenu que la marque reprendra, et du coup, ça va amener d'autres followers, et donc, du coup, je vais grandir, entre guillemets, et peut-être même devenir micro-influenceur. Ensuite, il y a des choses toutes simples, mais la régularité des contenus. Ça, c'est hyper important sur Instagram. Ouais, sur Instagram, la créativité sur TikTok. Après, chacun, encore une fois, a ses codes. Voilà, donc il y a plein de moyens de se faire voir. Après, pour le coup, c'est pas... moi, je félicite ceux qui ont réussi à avoir 100 000, 200 000, même 20 000 followers, parce que c'est du travail et c'est du temps. Sur Instagram, il va falloir liker des contenus, voir des gens, faire partie parfois de communautés, s'intéresser aux autres, publier, des hashtags, plein de trucs. Ouais, c'est un vrai boulot. On ne croirait pas comme ça, mais c'est un vrai boulot. Ah ouais, c'est un vrai boulot. J'aimerais qu'on parle de ton manifeste. Quelque chose qui est complètement différenciant, parce qu'il y a très peu d'agences qui font des manifestes comme ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus de quoi il s'agit? Et c'est ce qui vous différencie aussi? Oui, bien sûr. C'est un manifeste qu'on a lancé là en fin 2021. Bon, bien que tous les messages de ce manifeste, on les porte depuis la création de WOO. Mais bon, ce manifeste, il parle de la volonté de WOO de magnifier la communication d'entreprise de toute taille. Ça, c'est super important pour nous depuis le début et de tout secteur, en s'appuyant donc sur la création de contenu original, sur les réseaux sociaux et sur le savoir-être. Et là, c'est super important, d'influenceurs responsables. Et je vais revenir dessus, mais le terme responsable, pour nous, il est important. La notion d'éthique, de bienveillance, de respect, c'est des choses qui sont primordiales pour pérenniser en fait tous ces métiers. Et bien sûr, tout ça, cette communication, on l'a fait with our originality, donc le sens de l'originalité, la créativité est super important aussi pour nous, c'est-à-dire tout ça, qu'on recherche l'authenticité, l'émotion, la bienveillance et surtout pas le placement de produits, les hommes sandwich, etc. Pour nous, on ne peut pas confondre, il faut pas confondre l'influence avec certains bad buzz de télé-réalité ou autres. Ça n'a rien à voir. On parle vraiment ici d'autre chose. On parle de créateurs de contenu, on parle d'humains, on parle de gens qui de plus en plus s'engagent pour plein de choses. L'influence, on l'a vu en 2021 ou les années d'avant, les influenceurs s'engagent aussi, libèrent leur parole sur plein de sujets, révèlent des sujets sociétaux, et donc c'est super important. Donc ce manifeste, c'est un peu tout ça. Il y a toujours cette notion de
d'influence au sens large, des marques qui ne doivent plus parler d'elles, mais faire parler d'elles. Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure et ça revient forcément dans tout ce que je dis. On parle d'influenceurs, de leur crédibilité, leur légitimité, leur éthique. Et donc, c'est ce qui est important pour nous, c'est-à-dire que c'est important qu'ils restent fidèles à eux-mêmes, qu'ils restent créatifs. Nous, on les respecte énormément. Et je pense que d'abord, en fait, la première chose quand on travaille dans l'influence, ça doit être de respecter les influenceurs et de ne pas les critiquer, de ne pas les mélanger. Chaque influenceur est différent. Chaque influenceur, finalement, est une marque qui se met en avant. Donc voilà, nous, on aime leur travail, on admire ce qu'ils font. Et puis surtout, on est persuadé que eux et les consommateurs ont une énorme valeur ajoutée pour les entreprises. Et voilà. Par contre, il y a eu plein de choses qui se sont passées, parfois un peu malheureuses, parce que plus l'influence est professionnalisée, plus à un moment, elle a perdu un peu en authenticité. Et puis surtout, moi je me rappelle encore, il y a 3-4 ans, il y a des médias qui disaient la fin de l'influence, c'est faux, voilà, les gens font tout pour de l'argent. Il y a plein de gros titres tout le temps, et il y a effectivement des gens qui la font mal. Surtout qu'à un moment, quand un influenceur se rend compte que s'il accepte tout ce qu'on lui propose, il peut peut-être gagner 300 000 euros par mois, pourquoi il n'accepterait pas tout? Et les questions peuvent se poser à un moment. Sauf que nous, on sait que ça, c'est pas le fond du métier, que ça arrive, je cite aussi souvent dans les déviances, il y a eu Nabila qui a parlé du Bitcoin à un moment, donc ça a fait un gros buzz. Donc voilà, donc c'est important d'avoir crédibilité, légitimité. Et pour nous, pour pérenniser ce métier auquel on croit beaucoup, on a créé une charte d'éthique du marketing d'influence. On était les premiers à le faire. Depuis, on s'est associé aussi à la RPP. Donc, on est aussi partenaire de la RPP, donc Autorité de régulation de la publicité. Et notre charte éthique, elle prône des valeurs simples de bienveillance, de respect, de transparence. Donc, par exemple, tous les influenceurs avec qui on travaille testent les produits avant d'en parler. Donc, ça peut paraître bête, mais c'est ultra important. En fait, tu ne vas pas prôner un produit si toi-même, tu ne sais pas s'il est bon, s'il n'est pas bon. On est contre des pratiques comme le dropshipping. On demande aux influenceurs aussi à ce qu'il y ait une vraie part, que la part de leurs followers soit naturelle. Donc, ils n'aient pas acheté leurs followers, de ne pas parler d'un produit concurrent 2 semaines avant, 2 semaines après. Ça n'a pas de sens le lundi de parler du rouge à lèvres Yves Saint Laurent, le mardi le rouge à lèvres Dior, le mercredi de Lancôme, etc. Et puis après, il y a plein de notions aussi d'éthique au sens large. Bon, bien sûr, respect, inclusivité. Tout ça, j'ai même pas besoin d'en parler tellement que c'est évident pour nous. Mais aussi des notions aussi par rapport à l'environnement. Donc, pas prendre l'avion pour des voyages de moins de 48 heures, ça n'a pas de sens. Privilégier le train quand on peut. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Une association qu'on crée aussi pour une influence éthique, pour que les produits les produits non utilisés soient donnés à des associations qu'on aurait besoin. Donc voilà, cette charte, elle s'adresse à toutes les parties. Là, j'ai parlé beaucoup des influenceurs, mais elle s'adresse aussi aux agences qui doivent faire preuve de pédagogie, expliquer ce que c'est qu'une stratégie, expliquer ce que c'est qu'un KPI, ne pas promettre la lune à une marque qui dit « moi, je veux vendre je ne sais pas combien de produits » et dire « ok, pas de souci, pour 100 000 euros, je te le fais », alors qu'elle n'en sait rien. Donc, il y a tout ce côté de transparence aussi des agences envers les marques, et puis des marques envers tout le monde, envers les agences et envers les influenceurs. Respecter la créativité des influenceurs. Si un influenceur a respecté son brief, a fait le contenu, et que finalement la marque dit « bah oui, mais en fait, j'aime pas », l'influenceur a fait son job, il mérite quand même d'être payé, c'est un métier, donc c'est aussi faire ressortir ces valeurs qui sont ultra importantes. Donc voilà, en fait, ce manifeste au global, on peut dire qu'il fait ressortir d'énormes notions de bienveillance, de transparence. Et puis nous, notre objectif, avec toutes les parties, de toute façon, c'est de collaborer le plus longtemps possible avec. Donc nos marques, on est fiers qu'elles soient là depuis 5 ans, 6 ans. On n'est pas là pour gagner tout ce qu'il y a, on est là pour être là dans le temps. Et j'espère que vous serez là très longtemps, alors que peut-être plein arriveront, mais repartiront vite. Mais pareil avec les influenceurs,
c'est aussi important pour nous d'avoir des relations saines et pérennes avec eux, transparentes. Et ça, c'était aussi dans l'origine vraiment de Woo, qui était à la base, et encore aujourd'hui, les bureaux sont ouverts aux influenceurs. On a un studio qui est disponible pour tout le monde. Enfin, voilà, on veut des relations saines avec toutes les parties. Et puis, ce qui nous fait le plus plaisir, c'est quand une marque, un influenceur dit que l'équipe de Woo est sympa et qu'ils sont contents de travailler avec nous. Voilà. Quelles ont été les réactions justement quand vous avez sorti le manifeste? Parce que c'est quand même c'est preuve de valeur, mais après derrière ça peut faire un peu peur pour les marques surtout. Dire ok, mon engagement il est quand même fort, même pour les influenceurs. Je pense que ça les a rassurés. Je sais. En fait, de toute façon, a priori, les marques avec qui on travaille, ça les a rassurés. Peut-être qu'il y en a avec qui on ne travaille pas, mais on ne le sait pas parce que ça ne les a pas rassurés. Mais je ne le sais pas. Donc, tout va bien. Je pense que c'est des messages d'engagement, mais d'engagement très bienveillante. Et je pense aussi un peu logique pour pérenniser tout ce qu'on fait tous. C'est un travail, autant chez les marques, chez les influenceurs que dans les agences. Les gens, ils passent leur journée. Ça fait partie intégrante de leur vie. Donc, je pense que ça fait du bien aussi de se dire que c'est basé sur des valeurs saines et qu'effectivement, il faut assumer qu'il y a des choses pas bien qui se font et que c'est pas ce qu'on veut, quoi. Mais 2 petites questions. Est-ce qu'il y a un compte Instagram de marque que tu aimes particulièrement? Alors, je sais pas ce que et un compte influenceur? Il y en a plein. Hein. C'est compliqué de me dire ça parce que mon Instagram, c'est quand même pas mal de marques et pas mal d'influenceurs. Alors, marques, en fait, je ne devrais pas trop le dire, mais si, en fait, je suis beaucoup les marques dont on s'occupe. Du Luxe Valentine, il y en a pas mal. Hein, Gardena, Repetto, super marque. Donc, non, il y en a quelques-unes qui sont. Ce qui est drôle, c'est quand on travaille dans ce milieu-là, on s'aperçoit quand même qu'on va moins regarder, en tout cas, Instagram, que les gens lambda qui ne travailleraient pas du tout dans le monde de l'influence. Ouais, et en fait, ou même pas, c'est-à-dire qu'en fait, on regarde, mais c'est tellement une déformation professionnelle que je suis incapable de savoir qui je regarde. Mais c'est souvent la réponse. C'est ça qui est drôle, c'est souvent cette réponse-là. Alors que j'en suis beaucoup, parce que je passe mon temps à faire de la veille, à regarder ce qui se passe, etc. Il y a plein de marques que j'adore, mais je suis incapable de les citer quand on me le demande. Et influenceur, pour le coup, j'en suis vraiment beaucoup. Et là, je sais même plus ce que je suis pour moi ou ce que je suis parce qu'un jour, je les ai suivis pour une opération qu'on faisait. Donc voilà, moi, je suis encore... je suis encore beaucoup les premiers blogueurs. J'ai ce côté très nostalgique des influenceurs que je suivais il y a 12 ans, 13 ans, que j'ai suivis, qui parfois n'ont pas eu la montée Instagram parce qu'ils étaient blogueurs. Donc, toute la génération, je suis encore Betty, Cherry Blossom Girl, j'adore Adeline Rapon, Miss Pandora, Estelle Blog Mode, et puis après les premiers Instagrammeurs, j'adore Bukowski, Romain Costa, etc. Donc voilà, je suis assez, je suis quelqu'un de nostalgique, donc je les suis toujours. Et puis après, j'ai toute la nouvelle génération que je suis aussi, parce que il y a quand même beaucoup de filles qui engagent énormément, des Sabrina Cesari, l'Armoire de Soso, etc. Et puis après, j'ai plein de comptes d'inspiration qui sont plutôt voyages, photos, ou des gens ultra plutôt dans la créativité, qui sont en France, à l'international, on s'en fiche, mais que j'aime bien regarder parce que je trouve que c'est cool ce qu'ils font. Voilà. Il y a Anicette, que je suis depuis un moment aussi. Voilà. Donc, je suis plein de gens. On ira voir tout ça. Il y en a pas mal que je ne connaissais pas. Ouais. Merci beaucoup, Agathe. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de te poser des questions, ou alors pourquoi pas te laisser un CV? Ouais, alors moi, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn déjà, Agathe Nicole, 2 LE. C'est là où je suis le plus présente et assidue. Et puis sur mon mail, agathe@woo.paris, woo.paris. Pour les CV, c'est sur Welcome to the Jungle, ou j'ai un pote dans la com. Il y a toujours plein d'offres en ligne, donc faut pas hésiter à aller regarder. Voilà.
Merci beaucoup Agathe. Merci beaucoup. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser une note, je vous avoue que les 5 étoiles sont mes préférés. Pour suivre le programme, je vous retrouve tous les mercredis sur le compte Instagram Remarque Podcast pour l'annonce du prochain invité. Sinon, je vous dis à lundi pour le prochain épisode.